Bien, je vous propose de commencer. C'est un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Jérôme Dubail. Donc Jérôme travaille à Strasbourg, plus précisément il travaille à l'ISIS. Alors l'ISIS, je vous dis ce que c'est, hein, c'est l'Institut des sciences et d'ingénierie supramoléculaire. C'est quelque chose qui a un lien très particulier avec le Collège de France, puisque ça a été fondé par Jean-Marie Laine, professeur dans cette maison, professeur émérite maintenant. Voilà, donc il y a un lien entre l'ISIS et le Collège de France, qui est un lien au niveau de la création. Voilà. Alors, quelques mots sur Jérôme. Jérôme a fait sa thèse au CEA Saclay, avec Hubert Saller et Jesper Jacobsen. C'était entre 2007 et 2010, sur la théorie conforme des champs, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Puis après, un long postdoc à Yale, en particulier avec Nick Reed, sur le sujet lié à la topologie, essentiellement. Oui. Voilà. Et il a été recruté donc, au CNRS depuis 2013, d'abord à Nancy, puis à Strasbourg. Et je lui ai demandé de venir nous parler ici d'un de ces thèmes de recherche, qui sont les gaz de Bose à une dimension. C'est un thème sur lequel il travaille, en particulier en collaboration avec Isabelle Bouchoul. Je le dis parce qu'ils ont eu ensemble un prix de l'Académie des sciences il y a 2 ans, le prix Joannides, voilà, pour récompenser un travail conjoint entre un théoricien et une expérimentatrice, voilà, pour de très jolis résultats. Donc, merci beaucoup, Jérôme, de nous présenter tes résultats. Oui, alors merci beaucoup de cette invitation. Bonjour tout le monde. Donc c'est un plaisir d'être ici. Évidemment, c'est un honneur de parler au Collège de France, mais c'est aussi un grand plaisir vraiment d'être invité par Jean Dalibard. Donc il ne le sait pas, mais en fait il a eu quand même un impact assez important sur ma trajectoire, puisque il y a une vingtaine d'années, quand j'étais jeune étudiant à l'école polytechnique, d'ailleurs avec Romain Dubessy qui est aussi ici quelque part, bon, moi je ne savais pas trop ce que je voulais étudier. Romain, lui, savait qu'il voulait faire de la physique. Moi, ce n'était pas clair. Et c'est avec le cours d'introduction à la physique quantique de Jean Dalibard voilà, que j'ai eu envie d'apprendre plus de physique. Et donc, je me suis lancé dans les études de physique et que ça m'a lancé sur la trajectoire de chercheur dans ce domaine. Voilà. Donc, je peux dire très honnêtement que si son cours avait été mauvais, eh ben, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc voilà, être invité par lui à parler, à faire une présentation de physique, c'est un peu boucler la boucle. Et donc c'est vraiment un grand plaisir d'être ici. Et donc je vais vous parler d'hydrodynamique émergente des gaz de Bose en une dimension. Je vais parler français parce que ça me fait plaisir de pouvoir parler français. On n'a pas souvent l'occasion. Mais les transparents seront néanmoins en anglais, donc j'espère que ça ira. Voilà. Et donc, ça ne marche pas. C'est bon. Voilà, donc c'est un sujet sur lequel je travaille depuis une petite dizaine d'années. J'ai travaillé avec de nombreux collaborateurs, collaboratrices, mais je voudrais remercier tout particulièrement donc Isabelle Bouchoul, qui a vraiment été ma principale collaboratrice sur ce sujet, et ses étudiants, donc Max Schemer, qui a fait les premières expériences dont je vais vous parler, Léa Dubois, qui a fait les suivantes, dont je vais également vous parler. Donc Max est actuellement postdoc en Italie, au LENS à Florence. Léa est à l'EPFL. Et Guillaume Témez, qui est ici dans la salle, qui est en 3e année de thèse, et donc qui va finir cet automne. Voilà, alors on est tous, en physique, on est tous habitués évidemment au fait que quand on a de nombreuses particules en interaction, elles peuvent donner lieu à un comportement de fluide à grande échelle. Donc ça c'est un exemple qu'on peut trouver, voilà, des vidéos qu'on peut trouver sur Internet de simulation de collision de galaxies. Donc là les particules ce sont des étoiles, donc on a 2 nuages d'étoiles qui entrent en collision et puis qui s'interpénètrent comme ça. Voilà. Un autre exemple familier de la physique de tous les jours, c'est si on a beaucoup de molécules d'eau qui forment des gouttes, donc 2 gouttes d'eau qu'on lance l'une sur l'autre, qui vont rentrer en collision. Et là, ce qui se passe, c'est un peu différent. Les gouttes d'eau ne passent pas à travers l'une l'autre, elles coalescent. Bien. Donc voilà, il y a plusieurs types de comportements émergents. Il y en a qui ressemblent plus à des gaz dilués, un type de gaz dilué.
qu'on a, du point de vue théorique, on aurait plutôt envie de décrire par une équation de type cinétique, par exemple une équation de Boltzmann. Et puis, il y a des fluides qui sont plutôt des liquides qu'on va décrire par des équations de type hydrodynamique, telles qu'une équation d'Euler ou de Navier-Stokes. Et juste pour être un tout petit peu plus précis, donc la forme précise des équations à ce stade n'a aucune importance. Le message que je veux faire passer ici, c'est que dans le premier cas, on va décrire le système en termes d'une distribution de particules dans l'espace des phases, donc une probabilité de trouver une particule au point X et avec une impulsion P, alors que dans le second cas, on va décrire le système en termes de quelques quantités telles que la densité de particules au point X et la vitesse moyenne du fluide. Alors, la question de savoir quelle est la description qui s'applique à un système physique ne dépend en général pas du type de particules ou du type d'interaction entre ces particules. Au contraire, elle dépend plutôt de l'échelle à laquelle on regarde ces systèmes, en particulier l'échelle de temps. Donc, si on regarde un système, si on étudie la dynamique d'un système à des échelles de temps très courtes par rapport au temps entre les collisions des particules, alors il va y avoir très peu de collisions et on va être dans une situation plus proche du gaz idéal décrit par exemple par une équation de type Boltzmann. A l'inverse, si on regarde la dynamique à des échelles de temps très longues, alors il y aura beaucoup de collisions, le système va avoir le temps localement d'atteindre un état d'équilibre et c'est ce qui va donner lieu à des équations de type hydrodynamique à grande échelle. Alors le passage de la théorie cinétique à l'hydrodynamique, c'est un domaine très bien établi, à la fois en physique et en mathématiques, depuis très longtemps. Donc en physique, on peut dire que ça a commencé avec les travaux de Boltzmann lui-même, donc dans la deuxième partie du XIXe siècle. Et ça s'est développé tout au long du XXe siècle. Par exemple, le dernier volume du cours de Landau et Lifshitz porte précisément sur cette question. Et en mathématiques, c'est également très vieux. Donc les mathématiciens aiment bien dire que ce problème a été défini par Hilbert, que c'est le sixième problème de Hilbert qui porte sur l'axiomatisation des lois de la physique. Et ça reste un sujet de recherche très actuel au plus haut niveau. Donc, par exemple, c'était précisément le sujet de recherche de Cédric Villani, pour lequel il a eu la médaille Fields. Et derrière lui, là, sur le tableau, vous voyez l'équation de Boltzmann, les intégrales de collision, etc. Bref, mais donc ce dont je veux parler aujourd'hui, ce n'est pas le passage de cette théorie cinétique à l'hydrodynamique. C'est plutôt d'un type de système un peu spécial, qui apparaît en une dimension, où on peut dire que le comportement fluide qui émerge est à la fois de type cinétique et de type hydrodynamique. Et ce, même à des échelles de temps très longues. Et donc je vais argumenter que c'est un comportement fluide qui émerge en une dimension spatiale dans le cas de gaz qui ont une propriété qui est l'intégrabilité. Voilà, donc le plan de mon exposé va être le suivant. Donc je vais commencer par vous en dire un peu plus sur ce que j'entends par ce comportement spécial dans les gaz intégrables, en me servant d'un exemple classique. Ensuite, on va oublier cet exemple classique et on va passer au gaz quantique. Et là, je vais insister sur la notion clé qui est la notion de rapidité, qui joue un rôle très très important dans la description de la dynamique de ces systèmes. Ensuite, je vous présenterai rapidement ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de l'hydrodynamique généralisée, donc qui est une théorie qui décrit ces systèmes quantiques à grande échelle, et je vous présenterai rapidement les résultats expérimentaux qui la concernent. Et puis ensuite, je finirai avec quelques développements récents et des directions de recherche qui sont explorées actuellement par les gens de cette communauté. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a de spécial à propos de ces gaz intégrables? Alors, pour répondre à cette question, on va considérer un exemple
un exemple standard d'un modèle de gaz, donc des sphères dures ici à 2 dimensions. Toutes les sphères sont identiques, elles sont dans une boîte avec des conditions bord périodiques. Et on va imaginer qu'on donne une petite impulsion à l'une des sphères initialement. Donc voilà, on pousse une des sphères, et ce dont on se rend compte, c'est que très rapidement, l'énergie et l'impulsion qu'on a donnée à la sphère initiale va se répartir entre tous les degrés de liberté dans le système. À l'inverse, si on fait ça en une dimension, ce qui va se passer, ça va être complètement différent. Donc si on pousse une des sphères et que les sphères sont contraintes à bouger à l'intérieur d'un tube, eh bien ce qui se passe, c'est que à tout instant, on va avoir une et une seule sphère qui se déplace. Et donc ça, c'est un phénomène qu'on connaît tous très très bien depuis l'enfance, parce que c'est exactement ce qui est illustré par ce jouet, le pendule de Newton. Et donc ce qui est illustré ici, c'est le fait que quand on a des collisions d'objets identiques avec la même masse en une dimension, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est échanger leur vitesse. Et donc la distribution de vitesse est conservée. Bien, donc pour décrire du coup la thermodynamique d'un gaz de ce type, donc si on adopte un point de vue statistique, qu'on veut décrire le macro-état du gaz à l'intérieur de cette boîte, eh bien, on va avoir besoin d'un nombre réduit de quantités thermodynamiques qui vont être ici la distribution, la densité de particules, la vitesse moyenne ou la densité d'impulsion et la densité d'énergie. Donc trois quantités ici qui correspondent aux 3 quantités conservées de ce système. À l'inverse, sur la droite, ici, on va avoir besoin de toute la distribution de vitesse, puisque celle-ci est conservée au cours du temps. Alors, dans la suite, je vais utiliser quelquefois cette expression mathématique ici, juste pour définir la distribution de vitesse. Donc, c'est 1 sur L, qui est la taille du système, la taille de la boîte, fois une somme de distribution de Dirac, ici. Donc ça, évidemment, c'est une fonction qui ressemble à ça, une somme de pics infinis. Mais bien sûr, ce qu'on a en tête, c'est qu'on regarde cette fonction avec une certaine résolution, et donc on peut remplacer les pics de Dirac ici par des fonctions régularisées comme des gaussiennes avec une certaine variance, et donc à la fin, on a bien une fonction continue. Donc même si je vais écrire quelquefois cette expression-là sur les transparents, mais ce qu'on a en tête, c'est bien une distribution continue de vitesse. Oups. Voilà. Donc maintenant, on voudrait passer de la thermodynamique à l'hydrodynamique. C'est-à-dire qu'on veut considérer un système très très grand qui peut être inhomogène à de grandes échelles, et on veut le couper en petites cellules fluides de taille mésoscopique qui sont à la fois suffisamment grandes pour contenir un très grand nombre de particules, mais suffisamment petites pour qu'on puisse considérer que la densité est constante à l'intérieur de chaque cellule fluide. Et donc, dans cette situation-là, sous cette hypothèse de séparation d'échelles, entre l'échelle microscopique et l'échelle macroscopique, on peut représenter l'état du gaz dans chaque petite cellule fluide par ce nombre réduit de quantités thermodynamiques qu'on a identifiées, donc densité de particules, énergie moyenne vitesse moyenne ou densité d'impulsion et densité d'énergie. Et ensuite, pour déterminer l'évolution de ces quantités, on a besoin de savoir comment elles vont être transportées d'une cellule fluide à l'autre, et pour ça, on va écrire des équations de continuité ou des équations de conservation qui vont devenir nos équations hydrodynamiques, nos équations d'Euler, typiquement. Dans le cas à droite, ici, donc dans le cas intégrable, où on a besoin de prendre en compte toute la distribution de vitesse, la question est de savoir comment est-ce qu'on peut adapter cette description.
Voilà. Et donc la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir obtenir des équations de type hydrodynamique ou une description fluide à grande échelle de ce système qui a une infinité de quantités conservées. Alors, la réponse dans ce système-là, dans ce système de sphères dures à une dimension, est assez simple. Et on peut en fait la deviner en regardant cette figure ici. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont toutes les trajectoires dans l'espace-temps. Donc, ça, c'est la position sur l'axe horizontal, le temps sur l'axe vertical. Et vous voyez les trajectoires de toutes les sphères qui sont tracées ici. Donc, chaque ligne noire continue, c'est la trajectoire d'une sphère, et donc qui rentrent en collision et qui donc échangent leur vitesse. Et ce qui est tracé en rouge ici, c'est la trajectoire de la bille qui a la vitesse v à chaque instant. Alors, le fait de suivre une bille avec une vitesse déterminée, ça peut impliquer de devoir changer les indices de toutes les billes. Donc, par exemple, ici, si j'ai une bille je numérote les billes de 1 à 3, 1, 2, 3, et je regarde la bille qui a la vitesse v2, qui est initialement au milieu. Après la première collision, avec la bille de gauche, elle va se retrouver à gauche. Mais si je m'intéresse à la bille qui a la vitesse V2, eh bien, maintenant, je dois regarder celle qui est à gauche. Ensuite, pareil, elle va entrer en collision avec une autre bille, et de nouveau, elles vont échanger leur position. Donc, autrement dit, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de regarder la première bille, par exemple, la plus à gauche. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder à chaque instant la bille qui a la vitesse V2 ici. Donc, c'est ça qui est dessiné sur cette figure. Là, à chaque instant, on suit la bille qui a vitesse v. Alors, si cette bille se déplaçait dans le vide, elle bougerait tout le temps à la vitesse v, ce qui correspondrait à cette ligne droite ici dans l'espace-temps. Mais comme elle rentre en collision avec les autres billes, elle se déplace à une vitesse effective. Donc on voit en fait que cette trajectoire-là n'est pas exactement une droite, mais en moyenne, ça va être une droite avec une pente différente de celle-ci, ce qui va donner une vitesse effective qui dépend de v, mais qui dépend aussi de la distribution de vitesse de toutes les autres particules dans le système. Alors, à votre avis, est-ce que quelqu'un peut deviner la formule qui donne cette vitesse effective en fonction de v? Non? Bon, alors effectivement, ce n'est pas si simple que ça. C'est donné par une certaine équation intégrale. Alors, ce n'est pas si simple, mais ce n'est pas si compliqué non plus. Si vous avez du papier et un crayon et puis un peu de temps devant vous, ce n'est pas difficile à faire. Donc, voilà, donc je vous encourage ce week-end, s'il pleut, après avoir fait l'exercice de Jean Dalibard, vous pouvez faire celui-ci. Donc, essayez de dériver cette équation pour la vitesse effective. Donc, cette équation, elle implique ρ de W ici, qui est donc la distribution de vitesse de toutes les particules. Et delta, ça c'est très important, delta qui est le diamètre des sphères. Voilà, donc si vous connaissez la distribution de vitesse et vous connaissez delta, vous pouvez calculer la vitesse effective d'une bille dans le gaz. Bien, et donc ça c'était l'étape principale. Maintenant, une fois qu'on a ça, c'est très facile du coup d'écrire quelle va être la description à grande échelle qui émerge. Donc ça va être une équation de transport pour cette distribution de vitesse, où le courant n'est pas juste la densité fois la vitesse, comme on écrirait d'habitude. Ici, c'est la densité fois cette vitesse effective. Donc c'est une vitesse renormalisée par les interactions avec toutes les autres particules. Voilà, donc voilà quelle est la description à grande échelle de la dynamique de ce fluide. Alors, on peut se demander, du coup, où c'est qu'on tombe sur cet axe ici. Est-ce qu'on est à des échelles de temps très petites devant
devant le temps entre les collisions, ou est-ce qu'on est plutôt à des échelles de temps très longues? Est-ce que c'est plutôt une description cinétique ou plutôt une description hydrodynamique? Bon, et la réponse, enfin ma réponse en tout cas, c'est que, donc moi je pense que c'est un peu des deux, ou plus exactement que c'est les deux à la fois. Donc c'est à la fois une théorie cinétique, comme une théorie qui décrirait un gaz dilué, dans le sens que ce qu'on écrit, c'est une équation de transport, une équation de type cinétique. Mais c'est une équation cinétique très bizarre, parce qu'il n'y a pas d'intégrale de collision, il n'y a pas de production d'entropie. Donc c'est une équation qui reste valide à tout temps. C'est aussi une équation hydrodynamique, dans le sens que c'est une équation hydrodynamique qui encode les conservations d'une infinité de charges conservées. Donc c'est un peu des deux. Alors, je ne voudrais juste pas vous donner l'impression que là, je vous ai raconté quelque chose de très nouveau. En fait, tout ça, c'est assez vieux, donc c'est très, très connu en physique statistique depuis la fin des années 60. C'est un modèle donc, dans la littérature qui s'appelle le gaz de hard rod, donc de rondin dur, je crois, qu'on dit en français. Donc c'est comme sphère dure, mais en une dimension. Et donc c'est un modèle qui a été très étudié justement dans le contexte de cette question de dérivée des limites hydrodynamiques. Donc ça, ici, là, vous avez la couverture d'un livre très très influent en physique statistique par Herbert Spohn. Et vous voyez que Herbert Spohn nous dit que voilà, ce modèle est très intéressant pour dériver les équations du fluide, mais qu'on pourrait le disqualifier comme un modèle étant physiquement obscur. Cet article ici, vous voyez, parle de caricature d'hydrodynamique. Donc, c'était un modèle qui était un peu considéré comme une curiosité mathématique qui permet d'étudier la limite de grande échelle, mais qui n'avait pas forcément un intérêt physique très important. Mais c'est un modèle qui reste très actuel. Il y a encore plein de gens qui travaillent dessus et qui a joué un rôle important dans les dernières années, par exemple sur les questions de thermalisation dans des pièges. Parce que, en gros, si vous mettez ce modèle dans un piège harmonique, alors les vitesses ne sont plus conservées, et donc vous pouvez vous intéresser à comment le système va approcher l'état d'équilibre. Et voilà, donc ça c'est une simulation là, numérique. Donc ce que vous voyez, c'est la distribution dans l'espace des phases de ces sphères, qui se déplacent en une dimension. Voilà. Donc maintenant j'en ai fini avec ce modèle classique. Et je vais maintenant passer au gaz quantique, qui sont le vrai sujet de cet exposé, et au concept des rapidités. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Non, ok. Donc on y va. Voilà, donc bon, il y a beaucoup de gens ici qui sont experts des atomes froids, beaucoup plus experts que moi. Et donc vous savez que depuis une vingtaine d'années, il y a une grosse activité sur les gaz quantiques unidimensionnels. Je vais parler que de gaz continu, mais il y a aussi des gaz sur réseau ou des chaînes de spin. Moi, ce dont je vais parler, c'est que des gaz continus. Donc il y a des expériences un peu partout aux États-Unis, en France, dans d'autres pays en Europe. Ici, il y en a particulièrement ici en région parisienne. Voilà, donc je ne vais pas parler en détail de ces différentes expériences, de toute façon, j'en serai pas capable. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que le modèle qui décrit ces différentes expériences, c'est alors soit exactement ce hamiltonien-là, soit un proche cousin, une variante de ce modèle. Donc ce modèle, c'est quoi? C'est un modèle de particules qui se déplacent donc en une dimension, avec un terme cinétique et éventuellement un potentiel de confinement, et une interaction de contact, donc qui est celle que Jean Dalibard a écrite aussi au tout début du cours. Donc G, une constante de couplage, fois une fonction delta de Dirac, donc une énergie positive ou négative quand deux particules sont exactement au même endroit.
Nous, on va s'intéresser qu'au cas d'interaction répulsive, donc une énergie positive quand deux particules sont au même endroit. Voilà. En l'absence de potentiel de confinement, ce modèle est un modèle archi-connu de la physique théorique qui est connu sous le nom de modèle de Liebling-Niger et sur lequel on connaît énormément de choses. Voilà. Et donc moi, j'aime bien, en tant que théoricien, j'aime bien regarder ce modèle comme un peu la drosophile de la physique quantique à n-corps. C'est-à-dire que c'est un modèle très très spécifique, très simple, mais on peut l'étudier en très grand détail. On dispose d'outils très très sophistiqués pour aller vraiment regarder, pour aller vraiment le disséquer à un niveau qui ne serait pas atteignable dans d'autres systèmes. Et puis on peut toujours espérer apprendre des choses qui ensuite vont nous apprendre des choses sur des systèmes plus complexes. Donc voilà, donc ce gaz de Bose avec interaction delta en une dimension, ce sera le sujet de tout le reste de la présentation. Et donc je vais maintenant introduire le concept de rapidité, qui est vraiment le point clé. Alors, imaginons qu'on prend notre gaz de boson, ici, en une dimension, et qu'on le prépare, par exemple, dans une boîte. Dans une boîte de taille L, ici, on a des bosons qui sont dans un certain état quantique. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut relâcher le potentiel de confinement, ici, donc relâcher la boîte, et les laisser s'étendre le long de l'axe 1D, ici. C'est très important qu'on les fasse étendre le long de cet axe et pas en 3 dimensions. Pourquoi c'est important? Parce que pendant l'expansion, les bosons vont continuer d'interagir. C'est-à-dire, juste après l'expansion, ici, ils vont interagir, il va y avoir des collisions. Et ce n'est qu'à des temps très longs que les bosons seront suffisamment éloignés les uns des autres pour ne plus interagir. Et à ce moment-là, leur distribution de vitesse n'évoluera plus. Mais au début, elle évolue. Donc, ce qu'on va appeler la distribution de rapidité, par définition, ça va être la distribution de ces vitesses asymptotiques. Okay? Donc, je définis la distribution de rapidité de mon gaz comme étant la distribution de ces vitesses asymptotiques. Donc ça, c'est une définition opérationnelle. Hein, on peut l'utiliser dans les expériences. Donc ça a été fait en fait, assez bizarrement, ça a été fait pour la première fois seulement en 2020. Une expansion comme ça en 1D pour aller observer cette distribution de rapidité. Donc ce que vous voyez ici, c'est justement la distribution, c'est précisément cette expérience-là. Donc ils préparent leur gaz dans un potentiel de confinement qui ici est harmonique. Et puis ils relâchent le piège harmonique et ils laissent les bosons s'étendre en une dimension. Et ils mesurent la distribution d'impulsion des bosons en fonction du temps d'expansion. Donc, cette distribution d'impulsion évolue au cours du temps, puisqu'elle n'est pas... Elle change en fonction du temps, les bosons interagissent. Mais à des temps d'expansion suffisamment longs, là, cette distribution d'impulsion va converger, et une fois qu'elle a convergé, c'est là qu'on parle de distribution d'impulsion asymptotique ou de distribution de rapidité. Voilà. Donc là, vous avez des données expérimentales, et là, la théorie qui fonctionne très bien. Et donc, dans l'abstract de cet article, ils disent bien que donc, la distribution d'impulsion asymptotique après une expansion en une dimension est la distribution de rapidité, qui sont les quantités conservées associées à un système quantique intégrable à n-corps. Et donc, c'est la deuxième partie de cette phrase que je voudrais maintenant expliquer rapidement. Donc, ce qu'ils veulent dire par ça, c'est la chose suivante. Donc, imaginons qu'on prépare nos bosons dans une boîte, et c'est une boîte avec un puits carré, et qu'on les prépare dans un certain état qui n'est pas stationnaire. Donc, on peut faire évoluer les bosons dans la boîte. Comme l'état n'est pas stationnaire, on va avoir un temps T2 différent de T1, on va avoir un gaz qui va être dans un état différent.
si on mesure une observable standard, par exemple, je ne sais pas, le profil de densité ou la distribution d'impulsion des bosons dans la boîte, eh bien, cette quantité va évoluer. Par contre, si on mesure la distribution de rapidité, en laissant le gaz s'étendre en 1D, comme ça, dans les deux cas, bien que l'état initial soit différent, la distribution de rapidité va être la même. Et alors ça, c'est vraiment un fait qui est enraciné dans l'intégrabilité du modèle. Et on peut le comprendre en allant regarder les états propres du hamiltonien de Lieb-Liniger. Donc les états propres, il se trouve qu'ils prennent la forme suivante. Ils prennent donc les fonctions d'onde qui correspondent aux états propres de ce hamiltonien peuvent tous être écrits comme une somme sur des permutations d'indices des différentes particules de produits d'ondes planes pour chaque particule. Donc sous cette forme-là, bon, ici je travaille avec des unités où h bar égale m égale 1, mais donc c'est exponentielle i, v, où v est un nombre, fois la position x1. Et l'état propre, chaque état propre est paramétré par cet ensemble de v, qui sont homogènes à des vitesses ici. Voilà. Il y a un autre ingrédient important qui est la phase qui intervient devant chacun de ces termes, qui dépend aussi des V et de la permutation. Et ça, on y reviendra un peu plus tard. Voilà. Donc cette forme bien particulière des fonctions d'onde, des états propres, c'est ce qu'on appelle l'Ansatz de Bethe ou la fonction d'onde de Bethe. Et ça, c'est un domaine très 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 vaste de la physique théorique depuis très longtemps. Et donc il existe de multiples livres sur le sujet. C'est encore un sujet très très actif. Et nous, on ne va pas utiliser grand-chose de l'Ansatz de Bethe, mais c'est vraiment tout un domaine avec des centaines ou des milliers de chercheurs qui continuent de travailler là-dessus. Alors, en gros, en regardant cette fonction d'onde droit dans les yeux, et en introduisant la dépendance en temps et par un argument de phase stationnaire, on peut se convaincre qu'à grand temps, si on laisse le système s'étendre en une dimension, ce sont bien ces paramètres-là, les V, qui apparaissent dans la définition de l'état propre, qui vont être précisément les impulsions asymptotiques ou les vitesses asymptotiques. Et donc les rapidités. Donc les rapidités, en fait, paramétrisent les différents états propres. Et on peut se convaincre ensuite que la distribution de rapidité doit être conservée de la façon suivante, parce qu'on peut définir un opérateur qui va mesurer la distribution de rapidité de la façon suivante. Donc on peut prendre un projecteur sur chaque état propre, et pour chaque projecteur sur chaque état propre, on va multiplier par la distribution de rapidité associée à cet état propre-là particulier. Et ensuite, on prend juste la somme sur tous les états propres. Bon, par définition, cet opérateur est diagonal dans la base des états propres, donc il commute avec le hamiltonien, et donc c'est une quantité conservée. Et la valeur moyenne de cet opérateur-là donne la distribution de rapidité. Et donc il se trouve que toutes les quantités conservées du modèle de Lieb-Liniger peuvent être obtenues à partir de cette distribution de rapidité. Par exemple, le nombre de particules, c'est juste l'intégrale. Le nombre de particules par unité de longueur, ça va juste être l'intégrale de ρ. L'impulsion totale, ça va être ρ fois v. L'énergie, ça va être ρ fois v carré sur 2, etc., etc. Donc tous les moments de cette distribution de rapidité vont correspondre à des quantités conservées. Et cette distribution de rapidité, comme on l'a définie, est une quantité intensive. Alors, jusqu'à présent, j'ai parlé du cas d'un système homogène, mais dans le cas d'un système inhomogène, par exemple un système dans un piège, on va pouvoir utiliser une approximation de densité locale pour définir localement la distribution de rapidité. Donc encore une fois, sous l'hypothèse de séparation des échelles de longueur ici, donc entre l'échelle microscopique et l'échelle macroscopique,
on peut imaginer qu'on a des cellules fluides de taille mésoscopique qui contiennent un très grand nombre de particules, mais qui sont localement homogènes, et on peut donc définir leur distribution de rapidité. Et cette distribution de rapidité, elle est même mesurable expérimentalement. Donc ça, c'était le travail de thèse de Léa Dubois. Donc, ce que Léa a fait, c'est qu'elle a développé un protocole sur l'expérience d'Isabelle qui permettait de prendre un gaz 1D et de sélectionner une petite fenêtre du gaz, donc une petite cellule mésoscopique, une petite cellule fluide mésoscopique, et ensuite de la sélectionner avec... ça utilisait un laser qui était façonné par un DMD pour évacuer tous les atomes, à part ceux dans la petite cellule fluide sélectionnée, et ensuite prendre cette cellule et la laisser s'étendre en 1D, et mesurer la distribution de vitesse après un long temps d'expansion. Et en faisant ce protocole-là, elle arrive à avoir des images dans l'espace des phases. Donc, en position, ici, c'est l'axe horizontal est la position, et l'axe vertical est l'axe des rapidités. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une mesure expérimentale, et c'est comparé ici à un calcul théorique qui implique donc l'ansatz de Bethe et la local density approximation, donc l'hypothèse de l'approximation de densité locale. Voilà, donc ce qui va être très important dans la suite, c'est le concept de cette distribution locale de rapidité, qui est donc encore une fois vraiment quelque chose qu'on peut même aller mesurer expérimentalement. Voilà, donc j'en viens maintenant à cette théorie de l'hydrodynamique généralisée. Alors, en gros, il y a une dizaine d'années, il y avait pas mal de gens dans le domaine des systèmes intégrables quantiques qui réfléchissaient à comment est-ce qu'on pourrait développer une théorie efficace pour aller regarder le transport dans ces systèmes. Et l'idée qu'il fallait développer une théorie hydrodynamique était dans l'air. Il y avait plein de gens qui réfléchissaient, dont moi, dont plusieurs personnes. Mais ceux qui ont vraiment qui ont vraiment compris les premiers comment ça marchait et qui ont publié les deux articles. Donc tout ça s'est passé très très rapidement. En fait, en 3 semaines, ils ont tout compris et publié tout. Donc c'est allé vraiment très vite. Aussi, les deux groupes ici n'étaient pas complètement indépendants. En fait, ils parlaient. Tout le monde se connaissait. Et ils savaient un peu ce que les autres étaient en train de faire. Mais bon, voilà, les gens qui ont fait vraiment les choses, ce sont eux. Donc c'était le groupe de Olaja Castro Alvarado, Benjamin Doyon et l'étudiant de Benjamin Takato Yoshimura qui était à Londres à l'époque. Et un groupe de post-docs, ils étaient tous post-docs italiens, dont 2 étaient en France à l'époque, Maurizio Fagotti et Jacopo Denardis. Ils sont toujours en France. Jacopo est maintenant prof à Cergy et Maurizio est au LPTMS à Orsay. Et Mario Collura et Bruno Bertini. Mario est maintenant prof en Italie et Bruno est en Angleterre. Voilà. Donc ce groupe de post-doc et ce groupe-là, ils ont compris, en gros, comment fonctionnait l'hydrodynamique de ces gaz quantiques 1D. Et c'est ça qui a vraiment débloqué tout et qui a mené ensuite à plein de développements qui ont suivi. Donc, très rapidement, qu'est-ce que c'est que, en gros, qu'est-ce qu'ils ont compris? Eh bien, ils ont compris qu'on pouvait écrire une équation de transport de ce type qui est exactement, alors elle ressemble, enfin, c'est exactement la même équation formellement que celle que j'ai écrite pour le gaz de sphère dure quantique, mais avec une distinction très importante qui est que la signification de ρ n'est pas la même. Parce que dans le gaz quantique, ρ, c'était vraiment la distribution de vitesse des particules, alors que maintenant, c'est vraiment la distribution de rapidité, donc la distribution des vitesses asymptotiques. Ce n'est pas la distribution d'impulsion des bosons. Ça, c'est un point qui est peut-être un peu subtil, mais c'est absolument crucial et fondamental. Donc, c'est la distribution des rapidités ici. Donc, ce ρ, c'est la distribution locale des rapidités dont je vous ai parlé. Et ensuite, il y a voilà, une équation intégrale
qui fixe cette vitesse effective qui apparaît. Et on peut se demander du coup, et là, donc la deuxième grande différence avec le gaz classique dont je parlais avant, c'est la signification de ce delta. Donc rappelez-vous, delta, dans le gaz classique, c'était le diamètre des billes. Et maintenant, voilà, il faut se demander qu'est-ce que c'est que ce delta dans le modèle quantique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce delta? Eh bien, ça, ce n'est pas en fait très compliqué à comprendre. Et pour le comprendre, on peut revenir juste au cas de deux particules. Donc, si on a deux particules sur une ligne, un axe, une ligne infinie ici, avec une interaction delta, on peut écrire facilement les états propres sous cette forme-là. Donc, ça, c'est une forme un peu une forme élémentaire de la fonction d'onde de Bethe, si vous voulez, qui était avant une superposition sur une somme sur toutes les permutations possibles des différents indices des particules. Donc là, c'est une version élémentaire avec seulement deux particules, donc il y a deux termes. Et je vous ai parlé avant de cette phase qui intervenait devant tous les termes. Là, on a cette phase ici qui intervient devant ces deux termes où les indices ont été échangés. Et un calcul simple, à partir de ce Hamiltonien, montre que cette phase prend cette forme particulière ici, qui implique G, la force de l'interaction, et la vitesse ou l'impulsion relative des deux particules. Et alors, on peut se demander quelle est la signification physique de cette phase. Et donc, une façon simple de voir ça, c'est de préparer deux paquets d'ondes avec des vitesses semi-classiques V1, V2 qui vont entrer en collision, les faire entrer en collision et regarder leur mouvement. Donc, les deux paquets d'ondes vont repartir. Et donc là, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que après la collision, les deux paquets d'ondes ont été un peu décalés par rapport à la position à laquelle on les aurait trouvés s'il n'y avait pas eu d'autres particules. Donc, si c'était simplement déplacé dans le vide, évidemment, leur position serait juste la vitesse fois le temps. Le déplacement serait juste la vitesse fois le temps, mais là, c'est la vitesse fois le temps moins un petit décalage delta. Et ce décalage delta, ici, on peut montrer facilement que c'est la dérivée de cette phase qui apparaissait sur le transparent précédent. Donc cette phase différentielle, ici, fixe le petit shift, le petit déplacement du paquet d'ondes pendant la collision. Et pour cette interaction de contact, pour le modèle de Lieb-Liniger, ce delta prend la forme d'une lorentzienne, qui est un objet très très connu dans la littérature de l'ansatz de Bethe, qui joue un rôle vraiment fondamental dans la solution du modèle, et qui fait intervenir G, donc la constante de couplage. Et ensuite, l'argument est le même. Enfin, en tout cas, l'interprétation de la formule intégrale ici est le même que pour le gaz classique, c'est-à-dire que si on suit une particule, un traceur, disons, donc une particule avec une vitesse V donnée ici, à chaque fois qu'elle va entrer en collision avec une autre particule, elle va reculer d'une distance delta, et par ce processus, elle va acquérir une vitesse effective, une vitesse renormalisée qui va être différente de sa vitesse dans le vide. Et la formule ici est la même que pour le gaz classique. Encore une fois, avec la différence que delta dans le gaz classique, c'était juste le diamètre des billes. Maintenant, ce delta est le décalage que prend la particule à chaque collision. Et aussi, donc, pour le modèle de boson avec interaction répulsive, le delta est négatif puisque les billes repartent en arrière à chaque collision. Alors que dans le gaz classique, delta est positif parce que à chaque fois qu'on échange deux billes, c'est comme si la particule avait sauté d'une distance delta. Voilà.
Donc, voilà quelle était la théorie. Ensuite, il y a eu beaucoup de développements théoriques qui ont suivi immédiatement ces deux articles. Il y a eu plein de travaux qui ont testé ça, qui ont montré que ça fonctionnait bien, des comparaisons numériques, beaucoup de développement analytique. Et donc la première fois que ça a été utilisé pour décrire vraiment des données expérimentales, c'était donc par Isabelle et surtout par Max Schemer, qui a vraiment fait qui a vraiment poussé ce projet. Et donc ce que Max avait réussi à faire, c'était qu'il avait réussi à préparer le gaz indé dans un potentiel double puits, ici. Donc comme il était dans un potentiel double puits, la densité avait deux pics ici. Donc ça, ce que vous voyez, c'est la densité in situ des atomes en fonction de la position ici. Donc l'état initial est au fond ici, en bleu. Donc l'état initial a bien deux pics de densité qui correspondent aux deux minima du potentiel. Et ensuite, Max arrivait à éteindre le potentiel complètement et à laisser les atomes se détendre le long de l'axe 1D. Et donc, il suivait le profil de densité des atomes, et on a pu comparer donc aux prédictions de cette théorie de l'hydrodynamique généralisée, et puis tout ça marchait parfaitement. Et donc ce qui est très important dans cette configuration-là, c'est qu'il n'y avait pas d'autres théories qui étaient capables de faire ça. Et ça, on peut le comprendre en regardant la distribution de rapidité donc dans l'espace des phases. Ici, donc, X et la position horizontale est de nouveau la position donc X. Et l'axe vertical, ce sont les rapidités V. Ça, c'est donc la distribution ρ de X et V. Et ce qu'on voit, c'est qu'après expansion, donc les particules avec rapidité positive sont parties vers la droite, en gros. Les quasi-particules, plus exactement avec rapidité négative, sont parties vers la gauche. Donc ça, c'est ce qui explique la déformation de cette figure. Mais ce qui est très important, c'est que si on regarde à quoi ressemble la distribution de rapidité ici, vers le centre du système, c'est une distribution de rapidité qui est très loin de l'équilibre thermique. Et donc, c'est la raison pour laquelle les autres théories qui étaient disponibles, par exemple des théories hydrodynamiques conventionnelles qui faisaient l'hypothèse d'équilibre local, ne pouvaient pas reproduire ces données expérimentales. Voilà, mais donc ce qui était mesuré ici dans cette expérience, c'était vraiment la densité d'atomes au point X et au temps t, ce qui correspond, du point de vue de cette distribution de rapidité locale ici, à l'intégrale sur les rapidités de ρ de x et de v. Okay, donc au niveau de la théorie, il faut faire cette simulation de l'évolution de ρ, x, v, et ensuite intégrer sur v pour trouver la densité. Donc, juste après, il y a eu le groupe de David Weiss qui s'est intéressé également à ça. Et eux, ce qu'ils pouvaient faire, donc ils ont une expérience complètement différente. C'est dans un réseau optique. C'est un régime de gaz complètement différent. C'est beaucoup plus froid, des interactions beaucoup plus fortes, proches du régime de Tonks. Et c'est également des nombres d'atomes totalement différents. Donc Isabelle, dans son expérience, c'est la 10 puissance 4 atomes à peu près, dans un seul tube. Dans l'expérience de David Weiss, c'était au maximum quelques douzaines d'atomes par tube. Et il y avait même des tubes où il y avait très peu d'atomes, une dizaine. Donc c'est un régime totalement différent. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils peuvent faire un changement brutal de la fréquence du potentiel de confinement. Donc là, ils multipliaient l'amplitude du potentiel de confinement par 10 ou par 100 même. Et donc c'est une compression très très forte du nuage. Et puis ils regardaient l'évolution du nuage ici. Et ce qu'on voit en faisant les simulations, donc ça c'est les simulations GHD, c'est que donc la distribution donc ça c'est la distribution de rapidité. Donc comme c'est dans un régime de compression très très forte et que les interactions jouent un rôle très important, on a une déformation très brutale de cette forme ici qui devient un peu comme une cacahuète qui
se met à tourner et qui devient de plus en plus déformé dans l'espace des phases. Ça, encore une fois, c'est complètement non reproductible par des théories hydrodynamiques standards. Et encore une fois, ça fonctionnait très bien. Donc la théorie est exactement la même que dans l'expérience d'Isabelle. C'est juste la valeur de G, de la constante de couplage, qui est différente. Mais ça fonctionne tout aussi bien, bien que le régime expérimental ici soit complètement différent. Et juste, donc eux, l'observable à laquelle ils ont accès, ce n'est pas la densité in situ, c'est justement la distribution de rapidité intégrée sur tout le nuage, puisque ce qu'ils font, c'est précisément de préparer le système, le laisser évoluer jusqu'à un temps t, et ensuite le laisser étendre en une dimension, comme j'ai expliqué avant. Et donc, expérimentalement, ce qu'ils mesurent, c'est la distribution de rapidité, mais cette fois intégrée sur x, sur la position. Okay. Donc, par rapport à l'expérience d'Isabelle, c'est qui intègre sur les rapidités. Ici, c'est intégré sur les positions. Voilà. Et donc, l'année dernière, Léa Dubois et Guillaume, donc les deux étudiants d'Isabelle et Isabelle, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est vraiment mesurer la distribution de rapidité locale. Ici dans une situation hors équilibre. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils préparent le gaz à l'équilibre dans un potentiel harmonique. Donc la distribution de rapidité initiale ressemble à ça. Ensuite, avec toujours le laser le faisceau laser qui est façonné par un DMD, ils arrivent à percer un trou dans le nuage 1D. Donc ils arrivent à enlever tous les atomes dans une certaine zone ici. Du coup, la distribution de rapidité après cette opération ressemble à ça. Après, ils le font simplement évoluer dans le potentiel harmonique. Donc cette distribution ici se met à tourner. Et après un certain temps d'évolution, ils regardent la distribution de rapidité locale au centre ici. Et donc la simulation GHD prédit qu'on devrait avoir une distribution avec un double pic. Et c'est précisément ce qui se passe. Et donc là encore, tout marche, tout fonctionne très bien. Les données expérimentales confirment vraiment la théorie. Donc maintenant, plus seulement au niveau des densités intégrées, mais au niveau de l'évolution de la distribution de rapidité locale elle-même. Voilà. Et donc, je vais passer maintenant au développement récent. Je vais aller assez vite. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, les gens se sont mis depuis quelques années à réfléchir à plusieurs choses. Donc, une chose qui moi, m'a intéressé pas mal, et aussi beaucoup d'autres mondes, en particulier, par exemple, Jacopo de Nardis, c'est le fait que cette théorie, une fois qu'on a compris quelle était l'hydrodynamique émergente dans ces systèmes quantiques, en fait, la théorie elle-même, les équations qu'on écrit, elles n'ont plus rien de quantique. C'est une équation purement classique. D'ailleurs, c'est la même équation que dans le gaz classique dont je vous ai parlé tout au début. À des modifications près, évidemment, mais la théorie elle-même, c'est une théorie classique. Et donc, on peut se demander où sont passés les effets quantiques, en particulier, pourquoi il n'y a pas d'effet d'interférence ou de choses comme ça. Comme il devrait y avoir, par exemple, si on pense à l'équation de Gross-Pitaevsky, qui est aussi une description hydrodynamique. Et donc, les gens ont essayé de réincorporer des effets quantiques dans la théorie en mettant des fluctuations dans l'état initial et en les propageant en temps. Alors, il y a eu plusieurs idées pour faire ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est une des thématiques sur laquelle il y a eu pas mal d'activités. Une autre thématique sur laquelle beaucoup de gens ont travaillé, c'est les effets de brisure d'intégrabilité. Donc en particulier, ça c'est aussi motivé en partie expérimentalement, parce que expérimentalement, le système n'est jamais parfaitement intégrable. Pour les gaz d'atomes, par exemple, il peut y avoir des pertes atomiques. Ces pertes atomiques brisent l'intégrabilité, donc le but c'est de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. On a pas mal travaillé là-dessus avec Isabelle et avec Benjamin Doyon.
Mais il y a plein d'autres gens qui ont fait aussi plein de choses avec des mécanismes de brisure d'intégrabilité un peu différents. Et donc là, si certains d'entre vous sont intéressés, je recommande cet article de revue ici. Et il y a eu aussi beaucoup d'activités sur le transport, donc d'utiliser cette équation hydrodynamique pour aller regarder des problèmes de transport. Alors c'est surtout dans les chaînes de spin. Dans les gaz continus, il y a eu un peu moins de choses. Néanmoins, sur le gaz de Bose, il y a quand même quelques articles, et en particulier l'année dernière, il y a eu un article expérimental où il se place dans un régime justement de réponse linéaire en changeant un tout petit peu le potentiel. Donc, ils ont une boîte carrée ici, et ils arrivent à changer un tout petit peu le potentiel et regarder l'évolution et à se servir de ça pour extraire un coefficient qui est un coefficient fondamental qui caractérise le transport dans le cadre de la théorie de la réponse linéaire, qui est le poids de Drude. Et donc ça a été fait à Vienne dans le groupe de Jörg Schmidtmeyer et la personne qui pousse énormément les choses sur Generalized Hydrodynamics, sur cette théorie de l'hydrodynamique généralisée à Vienne, c'est Frédéric Möller qui est postdoc là-bas. Voilà. Et donc, juste en 2 minutes, ça va faire le lien aussi avec le cours de Jean Dalibard qui a précédé. L'autre direction très excitante, à mon avis, actuellement, c'est que les gens se sont rendus compte en fait que ces équations de l'hydrodynamique généralisée, eh bien, elles étaient déjà apparues, ou en tout cas, il y avait des équations fortement reliées qui étaient apparues dans le contexte des gaz de soliton. Alors l'idée de gaz de soliton, en fait, elle remonte assez loin, au début des années 70, travaux de Zakharov. Et vraiment le formalisme un peu de ces gaz de soliton a été développé plus depuis une vingtaine d'années, surtout par les gens autour de Gennady L, qui est à Newcastle, en Angleterre. Et alors l'idée est la suivante. Donc si on peut prendre l'équation de Gross-Pitaevsky ou non-linéaire Schrödinger, comme on a entendu dans le cours, et regarder une collision, une diffusion de 2 solitons. Donc ici c'est Schrödinger non-linéaire dans le cas attractif, donc c'est exactement le cas c'est exactement ce que Jean Dalibard nous a expliqué avant. Donc là, ce qu'on voit, c'est 2 solitons qui entrent en collision et qui repartent. Et après être repartis, ces deux solitons ont été, ils ont pris un petit décalage delta qui est très similaire à ce que j'ai expliqué avant dans le cadre de mes paquets d'ondes. Donc, en gros, les solitons qui rentrent en collision, ils ont un petit décalage delta, et donc ça fait penser que la physique va être très proche. Et donc, voilà, maintenant, ça c'était pour 2 solitons, mais maintenant, si on met beaucoup de solitons, eh bien, on obtient ce que les gens appellent maintenant un gaz de soliton. Et ces gaz de soliton, quand on regarde les trajectoires ici dans l'espace-temps, elles ressemblent très fortement aux trajectoires de mes billes 1D que j'ai montré précédemment. Donc ça, c'est une image dans un article de revue qui a été écrit par les gens du groupe de Lille, Pierre Suret et Stéphane Randou, et des gens qui viennent de l'hydrodynamique généralisée, comme Benjamin Doyon. Voilà, je suis désolé. J'avais une image. Oh. Bon, il y avait une image ici que je voulais vous montrer avant de vous montrer les gens. Donc je suis désolé, en fait, ce qu'on voit ici. Zut. Pardon. Bon, ok, je vais pas. On va faire vite ça comme ça. Ce que je veux.
voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Je suis vraiment désolé, excusez-moi. Voilà, donc il ne devrait pas y avoir tout... Voilà. Je suis désolé, j'ai enlevé le transparent qui était important. Voilà. Bon, voilà. Donc, en gros, les gens de Lille sont dans la salle, donc ils vont pouvoir expliquer ça mieux que moi. Mais donc, le dispositif expérimental qu'ils ont, voilà, c'est une fibre optique ici, donc dans laquelle ils font passer de la lumière, et la lumière se propage dans la fibre selon l'équation de Gross-Pitaevsky ou non-linéaire Schrödinger. Ici, c'est dans le régime répulsif, donc dans le langage de non-linéaire Schrödinger, c'est le régime focusing. Mais voilà, et donc ce qu'ils arrivent à voir, vraiment, ce sont les trajectoires de solitons, comme ça. Et ce qui est important pour cet exposé, c'est ce que vous voyez ici. Donc ici, on voit un soliton qui traverse un ensemble de beaucoup d'autres solitons. Et on voit vraiment le fait que la vitesse, l'émergence d'une vitesse effective, comme ça, qui correspond exactement aux images que je vous ai montrées avant. Mais maintenant, ça, c'est plus une simulation numérique, c'est vraiment des données expérimentales. Voilà. Et donc, voilà, donc je voulais vous montrer du coup les gens qui font ça. Donc voilà, c'est le groupe de Lille, donc le groupe de Pierre Suret, Stéphane Randou, François Copy. François Copy est ici. Et leurs étudiants. Et au niveau de la théorie, donc il y a des gens qui viennent vraiment de la physique mathématique qui sont en train de converger entre la physique non linéaire et cette thématique de l'hydrodynamique généralisée dans les gaz quantiques. Donc Benjamin Doyon, lui, c'était plutôt un meneur du côté quantique, et Guénadiel, lui, qui vient des équations non linéaires intégrables. Et je voudrais aussi juste dire qu'il y a ces deux post-docs ici qui sont aussi deux personnes actuellement qui connaissent, enfin qui sont vraiment, il y a peu d'experts des deux domaines à la fois, peu de gens qui connaissent à la fois les équations non linéaires intégrables et les gaz quantiques intégrables. Et donc ces deux post-docs ici sont actuellement en train de faire plein de travaux dans cette direction. Alviseux, en fait, a réussi le concours du CNRS et donc devrait nous rejoindre en France à l'automne. Donc on se réjouit de pouvoir travailler sur des choses comme ça avec lui. Voilà. Et donc on attend que dans les mois ou les années qui viennent, il y ait beaucoup d'idées qui soient échangées entre les deux domaines. Voilà, et donc je vais m'arrêter là. Donc pour résumer, je vous ai parlé de ce comportement émergent un peu spécial qui arrive dans les gaz intégrables, classiques et quantiques. C'est surtout intéressant du point de vue quantique, je pense, mais en tout cas, c'était connu dans les gaz classiques déjà en physique statistique dans les années 60. Et donc maintenant qui sont également retrouvés dans les gaz de solitons. Et donc du point de vue quantique, en tout cas, vraiment le point central, c'était cette distribution locale de rapidité voilà, que Isabelle peut maintenant mesurer. On a écrit un article de revue avec Isabelle. On est en train d'écrire un article plus court aussi pour les comptes rendus de l'Académie des sciences. J'espère qu'il va sortir cette année, disons. Et pour les gaz de solitons, il y a donc un article de revue récent qui est écrit à la fois par des gens de l'hydrodynamique généralisée et par des experts de ces solitons. Voilà. Et avant de finir, je voudrais juste remercier les autres collaborateurs. Donc, j'ai déjà remercié Isabelle et son groupe, mais il y avait d'autres gens, en particulier le groupe de David Weiss, et aussi plein de théoriciens. Et voilà. Merci.